du comité Nouvelles Énergies et Motorisation de la FNTP, et ainsi que les différents outils qui pourraient vous aider à décarboner progressivement votre parc matériel et véhicule, bien évidemment. Donc, le comité Nouvelles Énergies a été constitué en novembre 2020 et il est constitué de plus de 140 experts à ce jour. Et bien évidemment, il prend en considération tous les métiers des travaux publics. Donc, tous les syndicats de spécialité sont concernés. Et bien évidemment, les entreprises TP, certainement que certaines de vos filiales, effectivement, participent à ces travaux. Nous aurons l'occasion d'en discuter par la suite. Ce comité est également constitué de fournisseurs-distributeurs d'énergie, des constructeurs de véhicules et d'engins. Nous avons également demandé gentiment à nos amis, les transporteurs routiers, de participer à ces travaux parce qu'ils étaient relativement en avance sur la partie véhicule. Donc, ça nous a permis effectivement de voir ce qu'on pouvait transposer dans notre profession. Donc, ce comité est constitué de 5 groupes de travail, donc tout ce qui est véhicule routier, VUL et poids lourd. Donc, ça, c'est le GT1. Le GT2, c'est tout ce qui est engins de travaux publics terrestres, tels que les chargeuses, les pelles et les niveleuses. Le GT3, c'est les engins et les machines fluviales et maritimes. Le GT4, c'est tout ce qui est ferroviaire. Et le dernier groupe, effectivement, qui a toujours travaillé en binôme avec les 4 premiers, c'est les fournisseurs distributeurs d'énergie. L'objectif de ce comité, du moins les objectifs de ce comité sont tout d'abord donner de la visibilité à nos entreprises pour les accompagner à décarboner leur parc. Et deuxièmement, tenter de les aider du moins à éviter un investissement échoué. Donc, l'accompagnement, la visibilité porte sur le recensement des énergies, le recensement des technologies disponibles, les trajectoires des entreprises, du moins des entreprises, des constructeurs d'engins et de véhicules, la trajectoire des fournisseurs-distributeurs d'énergie en termes de production et de disponibilité des différents volumes, et sur la partie investissement échoué, c'est s'assurer du bon fléchage des énergies qui répondraient aux besoins de la profession. Donc, ce groupe de travail a d'abord lissé effectivement les solutions qui existent, voir ce qui est adaptable pour la profession. Voilà. Donc, entrons plus dans le détail avec les énergies. Les énergies, nous avons listé différents types d'énergie. Donc, le gasoil que vous connaissez tous, que nous avons toujours connu, du moins. Donc, il est programmé qu'en 2040, on dira même en 2035, que pour les véhicules légers et les véhicules particuliers, le moteur thermique ne sera plus vendu. D'où la grande question. Effectivement, il y a d'autres annonces qui sont en train d'être faites justement sur le fait que ça ne sera pas forcément applicable dans tous les pays européens. Donc, nous avons listé différentes énergies, le B100, qui est à base de colza, le GNV, donc le gaz naturel pour véhicules, donc non seulement gaz naturel pour véhicules, on a le GNC, gaz naturel compressé, et les GNL, le gaz naturel liquéfié. Et le GNC correspond d'autant plus à la profession à ce jour. Nous avons également le XTL HVO, qui est issu des déchets d'huile végétale. Voilà. Et ED95 également, qui est un autre biocarburant. Pour finir, l'hybride rechargeable. Peut-être que vous en avez dans votre parc à ce jour. Nous l'avons tout de même pris en compte, mais cette solution n'est pas forcément totalement retenue pour toutes les motorisations. Le 100% électrique qui est bien vendu par les administrations. Le e-carburant qui est la captation de CO2 qui permet effectivement d'avoir une énergie équivalente au gasoil que l'on connaît, mais bien évidemment sans la partie négative ou émissions polluantes. Et l'hydrogène, qui est également une des énergies qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'effectivement, on la vend bien, mais aujourd'hui, la difficulté, c'est son stockage, sa fabrication dans un premier temps et son stockage également. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. De toute façon, il y aura un tableau de synthèse par la suite qui vous définira les choses. Nous avons également réalisé une analyse comparative des différentes énergies.
le carburant d'origine fossile, les biocarburants, l'électricité, l'hydrogène. Et nous sommes partis sur la base de la maturité énergétique, l'offre constructeur et les émissions de CO2. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, bon, le diesel, effectivement, la maturité a toujours été au summum, avec l'offre constructeur également. Par contre, en comparaison à les émissions de CO2, on va plutôt dire que la maturité, enfin, du moins, les émissions, c'est plutôt très carboné. Le but aujourd'hui, pour la profession, c'est plutôt identifier les énergies qui correspondraient aux besoins actuels et futurs des TP. Actuels, bio-GNC. Aujourd'hui, la maturité, effectivement, les constructeurs proposent, ça c'est la partie effectivement du vue de la fenêtre véhicule, effectivement. Le gaz est une technologie qui est, les motorisations au gaz sont matures. L'offre constructeur également est au rendez-vous. Et quant aux émissions CO2, c'est pas du zéro l'émission, mais cependant, ça permet effectivement de réduire les émissions et de pouvoir continuer à circuler dans les ZFE, sachant que ce type de motorisation bénéficie du critère 1. On verra une synthèse effectivement avec les vignettes critères des différentes énergies. L'hydrogène, bon, l'électrique, effectivement, qui est une énergie qui est très bien vendue. La maturité, on l'a mis en orange, qui est plutôt moyenne, du fait de l'absence des bornes d'avitaillement. Et quant à l'émission de CO2, ben, elle est parfaite parce que, effectivement, zéro émission. À part les particules qui sont émises par les pneumatiques, par la partie pneumatique et les freins. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie? Non, continuons. Donc, la synthèse sur les différentes énergies, donc nous avons le GNV, ce que j'ai précisé précédemment, le GNC, gaz naturel comprimé, le GNL, gaz naturel liquéfié, qui bénéficient du critère 1. Donc, disponibilité des véhicules 3,5 tonnes jusqu'à 44 tonnes, avec bien évidemment des stations d'avitaillement qui progressent. Voilà. Il me semble qu'il y a de l'ordre de 300 bornes d'avitaillement à ce jour. C'est ce qu'on a, c'est les derniers chiffres que nous avons. Vous avez des questions? Non, on continue. Donc, le baisson. Le baisson également est une énergie qui est très bien vendue. Donc, le colza, 100%, c'est une énergie franco-française qui bénéficie du critère 1. Et ma grande question, c'est de savoir, est-ce que parmi vous, vous avez déjà investi dans du baisson ou du XTL HVO et bien évidemment du GNV? Est-ce que les trois premières énergies vous parlent ou pas? Non? Non, continue. Le ED95 est une énergie qui est à base de bioéthanol et il n'y a qu'un seul constructeur qui le fait, c'est Scania. Et bien évidemment, ce n'est pas une énergie aujourd'hui qui est répandue, donc nous avons tout de même tenu à le mettre en évidence. L'électricité, critère à vignette verte, donc qui est ce qu'on appelle l'énergie qui est la plus attendue, accompagnée de l'hydrogène. Et le e-fuel est également l'énergie que nous attendons tous, mais aujourd'hui, il n'y a pas de production. Et l'attente, effectivement, risque d'être longue, globalement. On dirait qu'il y a Stéphane Darico qui dit qu'il a mis en place du GNV et que le XTL est à venir. D'accord. Et le XTL pour les véhicules comme pour les engins? Oui, N'hésitez bonjour, pas. Stéphane Drey. Ouais. Donc pour le XTL, on serait plus sur les engins et GNV sur du VL aujourd'hui. Parfait, voilà, c'est pour ça. Donc, non, c'est très bien. OK. Donc, d'ailleurs, sachez que les constructeurs d'engins, justement, je viens de finir une réunion précédemment où on parle de rétrofit. Donc, il y a un groupe de travail il y a un lancement d'un groupe de travail chez les constructeurs, syndicats de constructeurs, avec les motoristes et les rétrofitteurs également que je viens de quitter précédemment. Donc, sachez effectivement que le HVO est l'énergie à ce jour qui intéresse la profession et bien sûr l'électrique pour le rétrofit des différents engins et également pour les véhicules. Le rétrofit, ça vous parle ou pas? De toute façon, on aura l'occasion d'en parler par la suite. Quant à l'électrique, y a-t-il des entreprises qui ont investi dans l'électrique? Non, pas encore. Je vous laisse le temps de réagir. Je reviens sur le XTL HVO. Donc, si vous investissez effectivement dans une motorisation XTL ou HVO ou même baissant,
Aujourd'hui, sachez que vous devez avoir une flotte. L'avitaillement ne se fait que pour les flottes captives. C'est-à-dire que vous êtes censé avoir une cuve dédiée pour ces énergies, parce que ces énergies ne sont pas disponibles en station publique pour l'instant. Quand je dis pour l'instant, parce qu'il y a des... Par exemple, si vous traversez la frontière pour aller en Belgique, vous pouvez avoir du B100 en station. Donc, c'est une problématique franco-française à ce jour. Et donc, toujours Stéphane Darico précise qu'il est passé sur ses véhicules légers à l'électrique. Ce qui est logique, tout à fait. Ce qui est logique. D'autres réactions ou pas sur, Oui. sur vos Identique, orientations? Magali Bokeo, pardon, dit la même chose sur les véhicules légers, uniquement pour l'électrique. Ma grande question maintenant, est-ce que vous êtes satisfait de l'électrique? Est-ce que c'est juste le début à ce jour pour les VUL? En termes d'autonomie, en termes d'approvisionnement également, est-ce que vous disposez de stations conséquentes pour pouvoir vous approvisionner? Parce que tout ça, c'est relativement important, surtout pour la partie pour votre région. Ou est-ce Oui, que c'est... Oui? oui, bonjour. Oui, pour l'instant, on a équipé notre flotte de à peu près 5 I208 et en attente de livraison 5 partenaires électriques. Oui. Et aujourd'hui, tout le monde a l'air satisfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à maîtriser, comme on dit, le véhicule en soi pour bien calculer son autonomie. Tout à fait. Et réussir à maîtriser aussi ce véhicule qui n'a pas du tout la même fonction qu'un thermique, mais pour l'instant, tout le monde a l'air satisfait. D'accord, merci. C'est rassurant. Merci. D'autres réactions ou on continue? Ouais, Stéphane Darico de retour. Donc, sur le VL, ça se passe bien. On est avec de la Zoé, autonomie 300 km. Ça Oui. marche bien dans notre activité. On a 3 I208 à arriver. Alors, on a équipé aussi l'entreprise de postes de recharge 22 kVA, ce qui permet de recharger assez vite. Et ça, c'est pratique. Ça contribue au succès. Et on se pose la question, alors plus pour les postes d'encadrement, là, d'aller sur de l'ENIAC avec une autonomie un peu accrue pour intensifier l'électrification du parc, quoi. Mais ça marche bien, le retour est plutôt très positif. D'accord. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc, effectivement, on peut continuer à demander à l'administration. On n'a plus besoin de freiner l'administration en disant arrêtez de nous parler de nous bassiner avec l'électrique. Non, ça fonctionne pour les VUL. Pour les PL, personne n'a investi dans du PL en électrique? Non. Monsieur Grosset avait précisé que lui aussi avait 3 véhicules légers. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est l'électrique, c'est plutôt pour les véhicules légers. D'accord. Donc, Je peux intervenir pour les... Vous m'entendez là? oui. Oui. Oui, Monsieur Corbel, groupe Le Du, je suis avec Magali Bokeo. Moi, je voulais plus intervenir pour la réflexion sur les poids lourds. Puisque nous, on a engagé il y a un peu plus d'un an une réflexion sur le B100 et le XTL. Donc, ce qui nous a contraint un petit peu à repousser l'échéance, c'est surtout le coût. Alors, pour le B100, c'est peut-être pas pour un problème économique, mais c'est plus pour le choix limité pour les fabricants et les constructeurs, puisque tout dépend des motorisations. On est limité. Et le XTL, qu'on voudrait plutôt, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plutôt privilégier plutôt le parc engin. Et là, ce qui nous a permis, bon, on voulait passer une partie de la flotte au niveau des engins. On a repoussé l'échéance, mais là, c'est plus pour un problème économique de coût, puisque aujourd'hui, on est entre 18 centimes et voire 20 centimes de plus au niveau du coût par litre. Donc, Ça. Par contre, ça permet bien sûr de décarboner et de pouvoir représenter, en tous les cas pour les appels d'offres, quelque chose un bilan, comment je veux dire, pour décarboner. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes engagé volontairement, mais vous n'avez pas de reconnaissance extérieure. C'est ça que je comprends. Alors, À part, effectivement, d'obtenir des différents marchés qui se sont proposés. tout à fait. Aujourd'hui, puisque notre entreprise et comme bien d'autres sont
notre cœur de travail est souvent lié au marché public. Et les marchés publics, bien sûr, dans la démarche, on doit pouvoir présenter des bilans. Alors, les bilans, qu'est-ce qu'on met en place pour décarboner, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, on a fait le pas pour la partie véhicules légers en rentrant quelques véhicules électriques. Mais pour les plus gros consommateurs et qui émettent le plus de carbone, bien sûr, ce sont notre parc et nos parcs de matériel et d'engins, poids lourds et engins. Et donc, alors, la réflexion a été faite. Bon, le baissant nous paraissait aussi une très bonne solution. Mais aujourd'hui, tous les constructeurs on ne peut pas, dès qu'on veut des puissances élevées, on ne va pas trouver chez tous les constructeurs tous les types de moteurs en baissant. Et alors qu'à l'inverse, il est vrai que en XTL, c'est un produit, c'est un carburant qui peut aller aussi bien pour des motorisations qu'on va retrouver aussi bien sur des véhicules légers que sur des engins ou des poids lourds. La problématique, alors bien sûr, et en plus, on n'a pas de problématique de stockage, puisque c'est un carburant qui est miscible au gazole aujourd'hui. Hein. Le seul problème, et je crois que c'est un frein, et surtout avec la période économique qu'on connaît aujourd'hui, c'est quand même le surcoût. Le surcoût, pas tant au niveau consommation, mais le surcoût économique. Le surcoût, il me semble que effectivement pour le HVO, c'est entre 10 à 20 centimes de plus par rapport au GNR, il me semble. Alors aujourd'hui, si on veut comparer par rapport au prix moyen, du gazole, on est entre le XTL, on est à 19 centimes. C'est ça. De plus. C'est quand même c'est ça. Donc, on a à peu près les mêmes chiffres, effectivement, en termes d'usage. Mais je retiens bien, effectivement, ce que vous avez dit pour expliquer, effectivement, pourquoi le XTL HVO, les constructeurs d'engins le valident. C'est parce que, simplement, toute leur motorisation, tous les moteurs, aujourd'hui, d'engins de travaux publics sont certifiés pour ce carburant. Alors que pour le baissant, comme ça a une énergie franco-française, les constructeurs ne veulent pas forcément se risquer à certifier leur motorisation, sachant qu'il y a beaucoup plus de segments d'engins de travaux publics que de véhicules lourds. Donc, ce qui fait que si vous comptez, par exemple, une certification d'un moteur, d'un type de moteur qui est de l'ordre d'1 million d'euros à peu près. Donc, imaginez le nombre de segments d'engins de travaux publics, puisque vous êtes dans ce milieu. Donc, vous savez très bien que les matériels des travaux publics, c'est assez conséquent. Donc, mis bout à bout, ben, ça risque de se transformer en une centaine de millions. Donc, c'est la raison pour laquelle une motorisation HVO leur semblait un peu plus utile, pour la simple raison qu'ils ont un marché international et non pas un marché uniquement français. Voilà, c'est la raison pour laquelle le XTL HVO aujourd'hui est appuyé par les constructeurs d'engins. Mais par contre, le baissant, ils le mettent de côté, mais ça ne nous empêche pas de l'utiliser sur les motorisations antérieures stage 5, qui bien évidemment ne sont plus garanties. C'est surtout ça. Et vient s'ajouter à cette problématique entre le baissant et le XTL. Il est vrai que, comme vous l'avez rappelé dans votre tableau, le baissant donne droit à la vignette critère 1, ce qui n'est pas le cas pour le XTL. Oui, ça, c'est les grandes discussions, en fait. Comment entre nous, on peut se lâcher. C'est vraiment totalement bête, parce que pourquoi? Parce que si vous visualisez, vous observez les facteurs d'émission définis par l'ADEME, le facteur d'émission du XTL HVO est plus bas que celui du baissant. Et pourtant, le baissant bénéficie d'un critère 1. Donc, vous voyez, le XTL HVO émet beaucoup moins que le baissant. Donc, d'ailleurs, le tableau que je vous ai mis en face sur la partie des véhicules, nous avons identifié les différents véhicules, donc les véhicules légers, les poids lourds. Sur ce tableau, je ne vous ai pas rajouté les semis parce qu'on a également pris en compte les semis, donc les poids lourds. Nous avons non seulement identifié une consommation moyenne sur la base d'un volume, d'une masse de données qu'on a pu recenser et récolter, et pour avoir une consommation de référence
calculer par la suite les émissions de CO2 à la tonne transportée, et ça, c'est en utilisant la charge utile du véhicule, ce qui nous permet d'avoir un tableau plus ou moins synthétique que vous avez sous les yeux, qui montre bien que pour les véhicules légers, à part bien sûr l'électrique, le bio-GNC correspond, enfin du moins est plutôt une énergie qui est adaptée. Et sachez qu'au ministère, on a eu l'occasion d'échanger également avec le ministère qui effectivement s'oriente plus vers l'électrique. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous êtes orientés vers l'électrique. Et ce que les utilisateurs, même les transporteurs routiers, ne comprenaient pas, c'est pourquoi effectivement il n'y avait pas de véhicules légers au gaz naturel. Vous voyez? Donc il y a des incohérences hein, effectivement, ou même de demandes qui se font pas. Alors que pour les camions poids lourds, bien évidemment, dans les bio-GNC, on a l'électrique et on a le XTL et le B100 qui sont des énergies qui sont tout à fait, on va plutôt dire, décarbonées. Des remarques, des questions? Bon. Pour la partie véhicule, nous avons également identifié les solutions sur 2022, 2025 et 2030. Donc, sachez que ce tableau sera amené à évoluer. Quelqu'un voulait peut-être réagir? Non? Non. Donc, pour 2022, bon, on a le diesel, donc le moteur thermique, pour ma part, je pense que le moteur thermique persistera au-delà de 2030, malheureusement. Mais il n'y a pas de solution véritable et pertinente pour remplacer totalement le diesel. Donc, il faudra composer avec différentes énergies, donc le GNV, les biocarburants, ainsi que l'électrique, bien évidemment. Sachez que nous avons, pour réduire vos consommations et pour réduire les émissions, il faudra composer également avec des outils. Nous les verrons par la suite, mais vous avez des solutions telles que des télématiques embarquées, ainsi que la possibilité de nettoyer votre moteur thermique à l'hydrogène. Donc là, effectivement, c'est l'entité Alpha Green qui le réalise. Bon, un petit coup de pub pour eux, mais il faut retenir qu'effectivement, c'est une solution qui fonctionne, qui permet de réduire les consommations de 20% en maximum. Voilà, donc je préfère prendre des précautions sur ça. Donc, il a été annoncé jusqu'à 20%. Vous avez également, bien sûr, la formation à l'éco-conduite qui peut aider à réduire les consommations. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez mis en place la formation de l'éco-conduite chez vous ou pas? Ou simplement, vous avez pour l'instant une nouvelle technologie, vous n'avez pas eu le temps de prendre les choses en main, mais est-ce que sur du diesel, antérieurement, vos chauffeurs étaient formés à l'éco-conduite? Vous pourrez réagir quoi qu'il arrive par la suite. Donc, continue. Donc, les technologies disponibles. Donc, pour résumer, le start and stop sur les véhicules, aujourd'hui, c'est standard. L'éco-conduite, la pression des pneus, le suivi dynamique des consommations. Donc, vous avez les logiciels télématiques embarqués qui permettent de redescendre les indicateurs pour réagir ou interagir directement avec les chauffeurs. Et vous avez le décalaminage moteur, ce que je vous ai dit précédemment concernant Alpha Green. Donc, les énergies envisagées, le B100, XTL, HVO, le gaz naturel, l'électricité, l'hydrogène. Voilà. Est-ce que parmi toutes ces énergies envisagées, vous avez l'impression qu'il en manque une ou plusieurs? Non. On continue. Donc, sur la partie engin, nous avons fait exactement la même chose. Sachez que là, c'est véritablement les matériels qui sont considérés comme les plus polluants parce que vous êtes de la profession et les segments des engins TP, on peut le multiplier par 10 par rapport à ce que vous voyez, aussi, peut-être même par rapport à 100. Donc, sur la base des consos, toujours, les heures d'utilisation de ces matériels, nous avons calculé les émissions de ces matériels à l'année. C'est peut-être là, voilà, à l'année. Est-ce que vous avez des réactions sur la partie engin? Est-ce que vous avez déjà réalisé des calculs, d'identification de vos consommations et calcul des émissions de CO2? Rien de tout ça? Tanguy Grosset réagissait en disant qu'il avait fait de l'éco-conduite sur les poids lourds chez Eiffage. Et tous les combien il le réalise?
Enfin, c'est une question, je suis désolé. Tous les 6 mois? Tous les 2 ans? Non, peut-être pas, non. Non, ouais, Tanguy Grosset et Fage Route. Oui. On essaie de faire ça à coup par coup, parce qu'on contrôle les consommations de nos véhicules et on identifie un peu les groupes de chauffeurs qui demandent à effectivement être formés. Donc pour le moment, c'est que des formations correctives, mais on est en train de réfléchir pour faire des formations plutôt dans le suivi continu, quoi. Voilà. D'accord. Et vos télématiques embarquées vous permettent justement de gérer effectivement, de déclencher ces formations ou pas? On n'a pas de commande télématique embarquée précise sur les poids lourds, on est plus sur la consommation réelle des véhicules. D'accord. Et on est en train de développer effectivement des engins connectés justement pour pouvoir avoir plus de paramètres comme les phases d'accélération, de freinage, etc. Tout à fait. Parfait. Mais c'est déjà pas mal. Non, là, c'est même très bien pour le coup. D'ailleurs, la synthèse, elle est là. Donc, guidage hein, sur la partie engin, il y a le guide assist également qui permet effectivement d'utiliser l'engin au mieux pour extraire juste simplement le nécessaire et non pas effectivement extraire plus qu'il en faut. Les énergies envisagées XCL HVO, l'hydrogène également, l'électricité. Le gaz naturel, on a une petite boutade avec les constructeurs tout à l'heure, effectivement, qui au départ étaient contre le gaz. Aujourd'hui, effectivement, ils sont pour plutôt prendre en considération, pour considérer effectivement le gaz naturel liquéfié. Donc, vous voyez, dans ce tableau, j'en ai mis le GNL, le gaz naturel liquéfié, en énergie non envisagée. Par contre, les constructeurs, ce matin, finalement, nous disent, mais non, pourquoi retirer le GNL alors que le GNR, effectivement, pourrait répondre aux besoins des engins? Donc maintenant, c'est à voir. Donc la balle est dans leur camp. S'ils peuvent faire des rétrofits dans ce sens, pourquoi pas? Est-ce que dans ce tableau des énergies envisagées, vous vous retrouvez également? Continuons. Donc la projection, elle est assez simple pour la partie engin. On l'a vu sur la partie véhicule précédemment. Sur la partie engin, c'est plutôt synthétique. Pour tous les petits matériels, ça sera de l'électrique. Et pour tous les autres, ça sera du biocarburant. Donc, on privilégie à l'heure actuelle le HVO. Pourquoi pas le B100? Voilà, le B100, on a eu cette discussion en profondeur avec certains constructeurs qui ont préféré me dire la vérité clairement, parce que ce que je vous ai dit précédemment, c'est effectivement c'est une énergie franco-française. Il y a une problématique de certification, également certifier plusieurs moteurs pour une énergie qui est uniquement produite en France. Non, il y a une autre bonne raison parce que apparemment sur certains matériels, l'usage du B100, donc on parle d'engins de travaux publics encore une nouvelle fois, sur certains engins, le B100 génère des pannes moteurs, donc ce qui crée également des litiges entre le constructeur et son client. Et voilà, à un moment donné, ils ont décidé finalement, on va peut-être arrêter de se tirer une balle dans le pied. Voilà, globalement, c'est plutôt dans ce sens-là. Est-ce que y a-t-il des personnes, hein, des entreprises qui ont utilisé du B100 dans les engins en stage antérieur, stage 5? Parce que je suppose que vous avez utilisé du HVO, que ce soit dans les véhicules, que ce soit dans les engins, que ce soit dans les véhicules et les engins. Mais est-ce que quelqu'un a testé du B100 dans les engins de travaux publics et pour lesquels, effectivement, il aurait peut-être un positionnement autre que celui annoncé, présenté, que je présente ce matin et soutenu par les constructeurs? Je vous laisse le temps de réagir, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, je continue sur le long terme. D'ici à 2030, ça sera plutôt effectivement toujours l'électrique pour les petits matériels et on montera forcément en gamme, en gabarit, l'électrique, bien évidemment, mais en attendant, effectivement, ça sera toujours les biocarburants et nous espérons, là j'ai été gentil en mettant 10 ans, donc allez, disons dans 15 ans, peut-être que l'hydrogène sera pseudo-standardisé pour certains matériels TP. Est-ce que certains d'entre vous ont soit des camions à hydrogène ou des engins à hydrogène? Engins à hydrogène, bon, je pousse le bouchon un peu trop loin, mais au moins hydrogène. Est-ce que vous avez des camions où vous avez l'intention d'investir dans un camion à hydrogène? Ou peut-être une de vos filiales ou votre siège, simplement?
Vous pourrez toujours réagir après. Je continue. Donc, comment agir aujourd'hui? On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que c'est le débat. C'est ce qu'on a vu précédemment, c'est réaliser l'inventaire du parc, en listant les matériels, estimer vos consommations, vous le faites déjà, calculer les émissions de CO2 et estimer le coût d'entretien. Le coût d'entretien, effectivement, c'est ce qui vous poussera, vous incitera certainement à vous orienter vers telle ou telle énergie. Dites-moi. Les questions à se poser. Donc, vous qui êtes en Bretagne, aujourd'hui, les questions à se poser, c'est est-ce que la disponibilité technique, est-ce que vous avez la technologie actuelle dans votre région, que ce soit véhicule ou engin, l'énergie produite est-elle verte ou renouvelable, certes, et surtout, est-ce que géographiquement, vous avez à proximité la possibilité de vous approvisionner? Et pour finir, l'enjeu économique, on en parle toujours, c'est le coût. Combien ça vous coûte? Donc, le coût de possession du matériel. Donc, sachez que maintenant, nous allons également rapidement parler du rétrofit. Donc, nous avons, nous, de notre côté, identifié plusieurs rétrofiteurs. CRMT qui fait de la transformation de véhicules thermiques en GNV, en gaz naturel, pardon. Le rétrofit qui, lui, effectivement, fait du rétrofit, du transformation de moteurs thermiques en moteurs électriques. On a Ineo qui a réalisé le premier tracteur, le premier rétrofit de tracteur à hydrogène, donc un tracteur agricole thermique qui a été transformé en hydrogène. Et le champion du monde, je vous dis pourquoi, parce qu'ils seront approchés plutôt de nous il y a peut-être 6 mois de ça, c'est Elite Energy, qui a électrifié une pelle sur chenille 25 tonnes, et ils sont en train de s'attaquer effectivement à des chargeuses également. Donc sachez effectivement que le rétrofit commence à rentrer effectivement dans à être pris au sérieux comme solution décarbonante, clairement. Est-ce que le rétrofit, ça vous parle ou pas du tout? Non. On pourra en discuter par la suite. Les outils. Donc, je vais essayer de faire vite pour que, effectivement, il y aura 3 outils. Donc, le premier, c'est l'outil d'aide à la décision qui a été constitué, qui a été à l'initiative de l'ADEME, financé par l'ADEME, et c'est l'IFPEN qui l'a réalisé. Donc, c'est un outil de comparaison du coût total de possession, de l'empreinte carbone, et bien sûr, qui compare toutes les énergies, que ce soit du diesel que l'on connaît aujourd'hui, l'essence, le GNV, le bio-GNV, le B100, les XL HVO et l'hybride électrique. Et bien sûr, il prend en considération effectivement vos usages. Donc, vous devez d'abord identifier la silhouette, saisir le kilométrage que vous réalisez et bien sûr, donner la répartition de l'usage dans le sens, est-ce que c'est de l'urbain, extra-urbain, autoroute? Et bien sûr, pour finir, il faut compléter avec le chargement, c'est-à-dire à savoir effectivement est-ce que le camion est souvent chargé ou moyennement chargé ou roule souvent simplement à vide. Donc les silhouettes actuellement enregistrées dans cet outil sont les poids lourds. Nous avons également les VUL. Par contre, parmi ces silhouettes, c'était plutôt les silhouettes de transport de marchandises routiers, donc pour les transporteurs routiers. Il manquait véritablement des silhouettes spécifiques au TP. Donc, nous avons demandé à ce qu'ils intègrent les poids lourds, donc les camions bennes 6.4 et les camions bennes 8.4, donc qui sont en cours à l'heure actuelle. Sachez que ce site est ouvert, est gratuit et est disponible. Il donne simplement une tendance, effectivement, des indicateurs à savoir pour telle ou telle silhouette et pour telle ou telle utilisation, l'énergie qui est la plus adaptée pour vous. Donc, ne vous privez surtout pas de ça. Est-ce que vous avez pris connaissance de cet outil ou pas? Non. Je serais surpris que quelqu'un me dise oui. Oui? Continuons. Deuxième outil. Ça vous concernera certainement. L'outil ZFE Green. Donc, c'est un outil qui a été à l'initiative d'Interlude. Et Interlude, c'est innovation territoriale et logistique urbaine. Cet outil est un portail accessible par tous, gratuit comme le précédent que je vous ai présenté, et il liste tous les ZFE actifs. Donc, enfin, actives, pardon, toutes les zones à faible émission actives. Donc, on a Paris, on a une dizaine.
Malheureusement, pour l'instant, sachez que sur la cartographie, votre région, effectivement, Rennes, est certainement concernée, mais les données n'ont pas encore intégré la base de données. C'est la raison pour laquelle ça ne s'est pas affiché. Donc, sur la base de cet outil, j'ai pris l'exemple de Paris parce qu'il n'y avait pas de ZFE, malheureusement, pour l'instant, il n'avait pas pris en compte effectivement le déploiement de la ZFE dans votre région. Donc, je suis parti sur la région parisienne. Donc, c'est un outil, effectivement, vous saisissez des paramètres tels que le type de véhicule, bien sûr, la vignette critère, le type d'activité, parce que en fonction du type d'activité, vous pourrez bénéficier de dérogations. Et la mention spéciale également du certificat d'immatriculation qui permet effectivement de vous catégoriser, à savoir si vous pouvez bénéficier de contraintes, si vous pouvez bénéficier de dérogations, que ce soit des dérogations permanentes ou des dérogations temporaires. Donc, avec cet outil qui est gratuit et libre d'accès, vous pouvez planifier vos trajets. C'est de savoir effectivement si vous devez faire du Rennes-Paris. En fait, vous avez simplement, sachez que les agglomérations de plus de 150 habitants seront amenées également à déployer des ZFE. Donc, quand vous aurez des trajets à réaliser, vous pourrez effectivement avoir en temps réel les dispositifs en vigueur. Et ça vous permettra effectivement non seulement de vous dire, effectivement, vous pouvez passer dans telle ou telle zone ou simplement contourner. Malheureusement, on l'a demandé à l'administration, est-ce qu'il y avait possibilité d'intégrer à cet outil la possibilité effectivement d'avoir un tracé qui éviterait certaines ZFE. Effectivement, bon, pour l'instant, c'est l'administration qui le fait. Ils n'ont peut-être pas toutes les ressources à l'heure actuelle, mais effectivement, ils ont pris en considération effectivement la possibilité d'avoir un tracé spécifique en fonction de la silhouette. Voilà. Est-ce que vous avez pris connaissance, vous connaissiez vous connaissez du moins cet outil? Est-ce qu'on vous en a parlé certainement dans votre région? Je sais que Interlude, vous connaissez certainement, non? Non. Voilà, donc ça, c'était le deuxième outil. Et le troisième outil, c'est Écotransport. Et là, pour le coup, je laisse la main à Camille. Oui, bonjour à tous. Camille Bedon, donc chargée de projet énergie-climat au sein de la Fédération nationale des travaux publics, donc de la FNTP. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter le dispositif Écotransport. Donc, pour bien remettre en contexte, même si Eric on a quand même pas mal discuté du poste transport au début de cette présentation. Donc, tout simplement, c'était pour vous remettre en contexte. Donc, si on regarde l'impact global des travaux publics sur l'émission carbone de la France, ça représente à peu près 3,5% des émissions nationales. C'est une part importante des émissions nationales. Et si on regarde plus en détail, on remarque que les émissions liées au poste transport représentent 10% des émissions du secteur des TP. Donc, typiquement, on voit que le poste transport est un poste clé pour chercher à décarboner son activité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la FNTP a décidé de mettre en place un dispositif écotransport pour agir sur le poste transport et pour vous aider à agir sur ce poste. Et ce dispositif écotransport, il a été mis en place en partenariat avec l'AUTF, donc qui est l'association des utilisateurs de transport de fret, et également avec l'ADEME. Donc, pour revenir plus en détail sur le dispositif en lui-même, donc le dispositif Écotransport, donc c'est une offre d'accompagnement gratuite qui est proposée par la FNTP à l'ensemble de ses entreprises adhérentes et qui a pour objectif de vous aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à votre activité de transport et donc à votre flotte de transport. Donc typiquement, vous allez pouvoir faire des économies de gaz à effet de serre, mais économie de gaz à effet de serre, ça va aussi rimer avec économie éventuellement de carburant. Et donc, vous pourrez agir et économiser typiquement sur votre facture de logistique. Donc les entreprises... Oh, pardon, Eric, si tu veux bien revenir sur la slide d'avant. Donc, typiquement, en fait, toutes les entreprises peuvent utiliser cette offre d'accompagnement, donc que vous disposiez d'une flotte propre dans votre entreprise ou que vous fassiez appel à une organisation tierce, typiquement pour le transport de vos marchandises ou également pour les engins que vous utilisez.
Et donc, le dispositif éco-transport, en fait, ça va être une offre d'accompagnement global dans lequel vous allez retrouver un accompagnement personnalisé. Donc, c'est important, ce sera vraiment adapté à votre entreprise. Et en fait, dans cet accompagnement, vous aurez accès à un certain nombre d'outils opérationnels et également à une méthodologie approuvée par l'ADEME. Et à la fin de cet accompagnement, donc sur 3 ans, vous allez pouvoir définir un plan d'action pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre associées à votre poste transport. Et un des avantages également de l'offre d'accompagnement, c'est que vous allez pouvoir rejoindre une communauté d'entreprises engagées et donc avoir des retours d'expérience de ces entreprises qui sont déjà engagées dans le processus. Et donc, vous allez pouvoir discuter avec elles et pouvoir bénéficier de leur expérience pour, à votre tour, pouvoir utiliser le dispositif au sein de votre entreprise. Eric, si tu veux passer à la slide suivante. Donc, ce dispositif, comment il marche? Le dispositif éco-transport, en fait, c'est en premier lieu une étape d'auto-évaluation de votre entreprise. C'est-à-dire que vous allez vraiment réaliser un auto-diagnostic pour commencer à vous poser des questions sur votre flotte de véhicules. Et ensuite vient une étape de diagnostic, donc un diagnostic plus complet, dans lequel vous allez commencer par collecter un certain nombre de données qui vont vous permettre d'évaluer donc les émissions de gaz à effet de serre liées à votre poste transport. Donc typiquement, vous allez faire une collecte de données concernant le type de flotte que vous avez, les kilomètres qui sont parcourus par vos véhicules, les quantités de carburant consommées. En fait, le but, c'est vraiment avoir un diagnostic pour pouvoir l'étudier et pour pouvoir trouver les actions à mettre en place. Donc, à partir de ce diagnostic, comme je vous le disais, vous allez voir typiquement les postes sur lesquels vous allez pouvoir agir facilement. Et à partir de ça, vous allez pouvoir définir un plan d'action, donc des actions concrètes qui vont vous permettre de réduire vos émissions de gaz à effet de serre liées à votre flotte de véhicules. Et dans ce dispositif, un dernier élément, c'est que vous allez devoir définir un plan d'action sur 3 ans. Donc, typiquement, à la fin de ce diagnostic et après avoir défini votre plan d'action, vous pouvez décider si vous vous engagez ou non dans la démarche globale. Et si vous vous engagez, vous allez devoir signer une charte d'engagement sur 3 ans dans laquelle vous indiquez que vous êtes prêt à avoir un suivi qui va se faire chaque année pendant 3 ans pour pouvoir calculer et étudier la progression que vous aurez en termes de performance environnementale sur votre flotte de véhicules. Et ça sera également l'occasion de pouvoir faire un point chaque année sur les actions que vous avez mises en place et sur la façon dont vous agissez sur vos émissions de gaz à effet de serre et éventuellement pour ajuster votre plan d'action sur ces 3 années. Donc, on a vraiment un engagement qui se fait seulement une fois que vous avez commencé à réfléchir à la démarche, fait votre diagnostic et considéré que vous pouviez ou non mettre en place un plan d'action et si ça vous paraissait intéressant. Eric, si tu veux bien passer à la slide suivante. Donc, l'accompagnement est vraiment personnalisé puisqu'on va vous proposer un accompagnement différent en fonction du type de véhicule que vous avez. Donc, quand vous rejoignez le dispositif éco-transport, on va dans un premier lieu, comme je vous disais, faire un diagnostic. Donc, vous allez typiquement décrire si vous avez votre propre flotte de véhicules et de transport ou si vous faites appel à une organisation tiers. Et dans ce cas-là, en fait, on va vous proposer un dispositif et un accompagnement différent. Typiquement, si vous avez votre propre flotte de véhicules, en rejoignant le dispositif éco-transport, on va vous guider vers un dispositif qui s'appelle le dispositif Objectif CO2 et qui va vous permettre de rendre plus efficiente votre flotte de véhicules en travaillant notamment sur 4 axes que sont l'optimisation de transport, les véhicules en eux-mêmes, les quantités de carburant consommées et également la conduite des conducteurs. Et à côté, si au contraire, vous faites appel à une organisation de transport tiers et donc vous n'avez pas forcément la possibilité d'agir directement sur les engins utilisés, on va vous proposer de rejoindre le dispositif Fret 21 qui va vous permettre en fait d'agir directement sur l'organisation de votre transporteur. Donc typiquement, vous allez travailler avec lui sur différents axes que sont le taux de chargement, la distance parcourue, les moyens de transport et les achats responsables. Donc, le dispositif éco-transport, c'est vraiment un accompagnement personnalisé en fonction de votre type de flotte et également de vos postes d'émission. Donc, Eric, si tu veux passer. Donc, typiquement, si là, vous êtes un peu convaincu, je l'espère, du dispositif éco-transport, en fait, pour le rejoindre, c'est assez simple. Vous avez juste à
du coup, contacter l'adresse mail qui est en haut à gauche de la diapositive que vous voyez. Et en fait, en contactant cette adresse mail, donc il y a un expert de l'AUTF qui va vous répondre et qui va dans un premier temps commencer à faire un diagnostic, donc voir un petit peu comment vous fonctionnez au sein de votre entreprise. Vous allez aussi définir le périmètre sur lequel vous souhaitez agir. Et à côté, en fait, l'expert de la UTF va aussi venir déterminer votre sensibilité et votre degré d'engagement que vous souhaitez mettre en place dans cette stratégie de décarbonation de votre poste transport. Donc, une fois cette sensibilisation réalisée, donc vous pouvez bien sûr dire finalement que ça vous semble trop complexe ou que vous n'avez pas forcément le temps de le mettre en place à ce moment-là. Mais si jamais la démarche vous semble intéressante, en fait, ce qui va être proposé par l'expert de l'AUTF, c'est vous mettre en relation avec un chargé d'études qui appartient à un bureau d'études spécialisé et qui, là, en fait, va vous proposer des accompagnements différents. Donc, si vous décidez d'agir au niveau de l'organisation du transport, donc de l'organisation tierce qui réalise votre transport, en fait, là, le chargé d'études va vous indiquer, en fonction du diagnostic que vous avez fait et également de votre degré de sensibilisation et de sensibilité au sujet, de soit vous proposer de réaliser un accompagnement simplifié qui est un accompagnement gratuit, c'est-à-dire que vous allez réaliser un diagnostic autonome et que vous allez mettre en place votre plan d'action de façon autonome. Donc ça, c'est vraiment si vous avez d'ores et déjà les moyens en interne, une réflexion qui a été menée, vous pouvez tout à fait choisir d'avoir cet accompagnement simplifié gratuit. Mais à côté, si vous n'avez pas forcément les moyens en interne ou la capacité d'interagir avec l'organisation tierce qui réalise le transport, vous pouvez tout à fait demander un accompagnement approfondi donc avec le bureau d'études en question et qui, lui, va vraiment vous accompagner dans le diagnostic du potentiel de réduction et également au moment des relations avec avec le transporteur. Cet accompagnement approfondi est lui payant et on aura l'occasion de revenir rapidement sur les coûts dans la slide suivante. Et si vous choisissez, donc typiquement là, c'est les coûts dont vous pourrez avoir accès quand vous regarderez à nouveau cette présentation. Et à côté, si vous décidez de choisir d'agir sur votre propre flotte, donc là, c'est un accompagnement qui est gratuit et vous allez avoir un accompagnement du coup dans le diagnostic et dans la définition du plan d'action. À noter que dans les 2 cas, en fait, vous allez obtenir à la fin de ces différentes étapes un plan d'action sur lequel vous aurez un engagement sur 3 ans avec un objectif de réduction à minima de 5% de vos émissions de gaz à effet de serre et vous aurez également un suivi annuel. Vous aurez également un suivi annuel de l'efficacité des actions que vous avez mis en place et donc vous pourrez adapter aux besoins votre plan d'action sur ces 3 ans. Eric, si tu veux changer la diapo. Donc, typiquement, pour revenir sur l'accompagnement approfondi, donc vous avez ici les subventions qui sont possibles pour cet accompagnement. Donc, on pourra y revenir si jamais vous avez des questions. Et enfin, Eric, si tu veux bien changer de diapo. Donc, typiquement, pour vous donner encore plus envie de participer au dispositif et de rejoindre l'offre d'accompagnement, donc vous avez ici un petit retour d'expérience d'une entreprise, donc de l'entreprise Tersen, donc qui a fait le choix de se lancer dans le dispositif donc pour agir sur le compte d'autrui, donc pour agir sur l'organisation de son transporteur. Et typiquement, en fait, cette entreprise avait un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'il a défini pour 2024 et pour l'instant, il est déjà à moins 26%. Donc, on a une belle progression. Et typiquement, pour revenir sur les axes sur lesquels ils ont agi avec leurs transporteurs, c'était par exemple l'augmentation du remplissage des différents camions. Ils ont aussi tenté d'agir sur les trajets à vide, également en changeant de carburant, donc comme on avait eu l'occasion d'en discuter au début de ce webinaire. Et enfin, Eric, si tu veux changer la dernière diapo. Et enfin, pour revenir rapidement et pour tenter de vous convaincre une dernière fois, en fait, le dispositif et l'offre d'accompagnement, elle a plusieurs avantages. Donc, typiquement, d'un point de vue économique, en fait, en faisant des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, ça implique forcément des réductions de consommation de carburant. Donc là, on a un avantage économique direct. On a également un avantage commercial
qui est qu'aujourd'hui, en fait, le dispositif écotransport, il va offrir une réponse à la demande croissante des clients chargeurs, qui sont soucieux de réduire leur impact environnemental. Donc, on a une vraie façon de se distinguer auprès des organisations de transporteurs. Donc, typiquement, sur le point de vue environnemental, je pense que vous avez trouvé la subtilité qui est que vous allez réduire les émissions de gaz à effet de serre de votre flotte de transport. Et enfin, d'un point de vue managérial, c'est aussi une façon de mettre en avant une démarche auprès typiquement de vos fournisseurs, de vos clients. Vous mettez en place une démarche de réduction de vos émissions et c'est aussi un moyen d'attirer des plus jeunes recrues, si on peut dire. Donc, c'est vraiment intéressant d'un point de vue managérial et de la même façon sociétale, bref, vous mettez en avant une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un des postes ayant un impact environnemental important. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous sur ces différents avantages. Et donc, pour conclure, en fait, écotransport, donc, vous l'avez compris, c'est un outil qui est simple, accessible et adapté aux entreprises BTP. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions qui sont apparues plus sur le dispositif écotransport, ou sinon, si vous avez d'autres questions qui reprenaient plus la présentation d'Eric, on va pouvoir y répondre également. Merci à vous deux. La grande question, est-ce que écotransport, donc Fred 21 et éco-CO2, vous en avez déjà entendu parler? Ou est-ce que c'est la première fois? N'hésitez pas à désactiver vos micros si vous voulez prendre la parole. Et deuxièmement, est-ce que ça vous intéresse? Parce que précédemment, il y a une personne qui nous avait dit effectivement qu'elle utilisait telle ou telle énergie, mais pour pouvoir répondre aux appels d'offres, disons qu'effectivement, écotransport, effectivement, peut être un bon label pour justement faciliter l'obtention des différents travaux que vous serez amené à faire, du moins, sur le plan des marchés publics. Est-ce que ça, dans vos réflexions, ça pourrait être une des solutions pour vous? Soyez pas timide. Non. Sachez que de toute façon, on est à votre disposition et que si vous avez besoin d'éléments complémentaires, même un accompagnement ou plus de précision, nous sommes à votre disposition, tout simplement. Voilà. Eh bien, merci à vous. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir clore ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas effectivement à revenir vers la FRTP ou vers la FNTP si vous êtes intéressé par ce dispositif. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée.